comme Louise, vous avez peut-être déjà vécu cette mésaventure. Il y a 2 mois, un dimanche soir, alors qu'elle rentre chez elle, impossible d'ouvrir la porte. Du coup, j'ai repéré qu'il y avait un numéro de serrurier sur les boîtes aux lettres à l'entrée. Donc j'ai décidé de les appeler pour venir m'aider à ouvrir ma porte. Ce n'est pas 1, mais 4 ouvriers qui débarquent. Leur technique est pour le moins déconcertante. Il y en avait un qui était en bas comme ça, un autre plus haut, un qui faisait le levier avec le tournevis, puis l'autre qui fonçait dans le tas pour qu'il serve de bélier en fait. Et ils ont fini par ouvrir la serrure comme ça. Leur passage a laissé des traces sur sa porte blindée. Et aussi sur son compte en banque. Le serrurier rédige 2 factures, l'une pour l'ouverture de porte et l'autre pour la nouvelle serrure. Il m'avait annoncé 89 € et au total, ça fait presque 4000 €. Lorsqu'elle conteste le montant, le dépanneur devient menaçant. Il n'avait de cesse aussi de répéter que l'appartement était joli, qu'il avait bien mémorisé le code de l'entrée. Donc tout ça qui, en fait, ne sont pas des menaces directes, mais qui m'ont laissé comprendre que de toute façon, c'était clairement du chantage pour que je paye. Et il a validé des montants sur le terminal de paiement jusqu'à ce que mes cartes soient refusées. Donc il m'a fait vider mon compte personnel et professionnel. J'ai eu l'impression de me faire braquer, vraiment. Flouée chez elle, là où elle se croyait en sécurité. Plomberie, électricité, serrurerie. En 3 ans, les plaintes ont augmenté de 35% sur le marché du dépannage à domicile. Des escrocs du quotidien aux méthodes bien rodées. Certains parviennent à nous soutirer plusieurs dizaines de milliers d'euros en seulement quelques minutes. Comme par exemple dans le secteur des panneaux solaires, où les abus sont de plus en plus nombreux. Quelles sont leurs méthodes ? Comment éviter les pièges qu'ils nous tendent? Enquête sur ces nouvelles filières de l'arnaque à domicile. Pour commencer mon enquête, j'ai simplement utilisé l'un de ces cartons que l'on trouve dans les boîtes aux lettres. C'est celui du dépanneur dont Louise a été victime. Monsieur, je suis coincé devant chez moi, je ne peux pas ouvrir ma porte. Est-ce que vous faites des ouvertures de porte? C'est combien vos tarifs? 69 €. 69 €, c'est un forfait? Oui. Ok. Pour filmer ce dépannage, j'installe 2 caméras cachées. Une dans un sac, l'autre sur moi. Et je me mets dans la situation bête, mais fréquente, de la porte claquée. Je quitte cet appartement en laissant la clé à l'intérieur. Rapidement, le technicien se présente. Sur le palier, première surprise. Donc, l'ouverture de porte sur une serrure de haute sécurité, d'accord, c'est ce que vous avez vous, c'est une 3 points. Ouais. D'accord. Donc c'est 390 €, l'ouverture de porte. Juste l'ouverture? Juste l'ouverture. C'est vachement cher l'ouverture de porte. Moi tout à l'heure on m'a dit 69 €. Oui, c'est par téléphone ça, c'est ce qu'ils disent par téléphone. Mais bon, après, sur place. Ah ouais, mais bon, à un moment vous annoncez un tarif au téléphone. 390 €. C'est cher, c'est incorrect, mais ce n'est qu'un début. Avec une feuille de radiologie, il tente de débloquer la serrure. Ouais. Au bout de 2 minutes, il renonce. Travers. La seule solution après c'est de casser la serrure. Et ça coûte combien, c'est un remplacement de serrure? Il va falloir compter dans les 700 €. 700 € pour ça là? C'est 3 points quand même, si vous avez, c'est pas... Ok, bon bah allons-y. Hein. Il m'annonce un prix sans rédiger de devis. Et il casse ma serrure Ah ouais. à coups de tournevis et de clé à pince. Ma porte est ouverte, mais l'addition risque d'être salée. Pourtant, vous allez voir qu'il n'y avait pas besoin de casser ma serrure. Voilà comment aurait dû se passer mon ouverture de porte. C'est Frédéric, serrurier depuis 20 ans, de père en fils, Bonjour. qui va m'en faire la démonstration. Dès qu'il arrive, il identifie le problème. C'est celle-là. Donc la porte est
Et juste claquer. Alors, une porte juste claquée. Déjà, pour vérifier qu'elle est bien claquée, cette porte, je vais enlever mon casque. On exerce une pression en partie basse, comme vous voyez là. Pression en partie haute pour vérifier qu'elle est bien claquée. Si cette porte était fermée à clé, ça aurait bloqué. Lui aussi utilise une feuille de radio. Mais il va y mettre plus d'énergie et de savoir-faire. Là, je suis à l'endroit du pen, là, maintenant. Donc maintenant, on va gigoter notre porte et faire remonter notre radio. En faisant vibrer la porte, il parvient à débloquer le loquet avec la feuille de radio. Là, c'est ouvert. Frédéric ouvre la porte en 20 secondes, bruyamment, mais sans me ruiner. Des fois, quand c'est trop serré, il faut compter entre 90 et 110 €, suivant les serruriers. Si c'est pour prendre un numéro que vous trouvez dans votre boîte aux lettres ou un numéro que vous ne connaissez pas, d'une entreprise que vous ne connaissez pas, vaut mieux aller dormir à l'hôtel, ça vous coûtera moins cher que de faire ouvrir votre porte, changer votre serrure et tous les tracas que ça va occasionner autour, et en plus le travail qui sera pas très bien fait au final. Il n'y avait donc pas besoin de casser la serrure. Manque d'expérience ou malhonnêteté? À ce stade, l'autre serrurier me coûte déjà 7 fois plus cher. C'est choquant, mais pas illégal, car les tarifs sont libres. Mais il y a d'autres règles à respecter. Et lui va les bafouer pour alourdir encore la facture. Pour la serrure, 850, il restera... Au-delà de 150 €, la loi l'oblige à s'engager par écrit sur le montant des travaux avant d'ouvrir ma porte. Mais comme il ne l'a pas fait, le piège se referme sur moi. Il me facture une somme beaucoup plus élevée que prévu. Non, ouais, mais moi ce que je voudrais savoir c'est le total. Ah, le total, c'est ça, 1023 plus 1100, ça fait 2600. 2600 tout. 2600 € pour l'ouverture de la porte et le remplacement de la serrure. C'est 4 fois plus que prévu. Plus 1500 €. Après réflexion, j'annonce au dépanneur que je souhaite me rétracter, comme la loi m'y autorise. Ouais, non, je vais pas payer 2600 €, non, c'est pas possible. Rendez-vous, c'est pas possible. C'est pas possible. Le ton monte, il s'énerve et appelle son patron. Bon, il est pas d'accord, je fais comment là? Je prends mon ouverture de porte et je pars parce que ça fait plus d'1 heure que je suis là. Je fais comment là? Ok, allez, vas-y, salut, vas-y, je pars frère parce que ça y est, je reste 3 heures ici pour rien. Vas-y, salut. Ok, paye-moi mon ouverture de porte, s'il vous plaît, monsieur. Je pars, parce que je pars, c'est 2 heures que je joue. Là, ça fait 3 heures encore de tourner pour 1000 €. Je suis quand même obligé de payer une partie des frais. 1000 € pour l'ouverture de porte et le déplacement. Et il me laisse avec ma serrure cassée. Qu'est-ce qui justifie de tels tarifs? Pourquoi de plus en plus de dépanneurs ont-ils recours à ces méthodes de vente et de facturation contestables? Voici comment fonctionne cet univers opaque du dépannage à domicile. J'ai contacté des dizaines de professionnels. Tous ont refusé de me répondre, sauf un. Ouais, Stéphane. Benjamin Houta a créé son entreprise il y a 11 ans. André, il n'est pas là. Il habite Saint-Denis, c'est pourquoi. Moïse, donne-lui le numéro de devis, là. Où il est parti faire le travail dans le 14e, en haut à droite, là. Voilà celui-là. Toutes les semaines, il facture des dizaines d'interventions dans la vitrerie, la plomberie, l'électricité. Mais le cœur de son activité, c'est la serrurerie. Là, tu vois, ici c'est tout notre stock de serrures, que si on a embêté la nuit ou quoi que ce soit, on a besoin de quoi que ce soit, on a tout ce qu'il faut. Et selon lui, pour survivre dans le métier, il n'y aurait plus d'autre solution que de pratiquer des prix élevés. Ça, c'est une serrure 3 points, c'est un bloc. Ça, c'est un bloc qu'on paye 750 €. Voilà. Qu'on revend 1300 € hors taxe. Voilà, on a une marge de 500 €. Un exemple, je vais vous expliquer une chose. Des fois, par exemple, pour aller chez un client, le client dit « Ah, mais ça coûte que... Ça, vous allez chez le Roi Merlin, ça coûte 350 € ou 300 €. » Mais c'est pas que 300 €. Pour l'avoir eu, ce client-là, il a fallu que nous, on débourse des sous, qu'on paye des loyers, qu'on paye de la publicité sur les pages jaunes, qu'on paye des clics sur Google, qu'on paye du référencement naturel. Tout ça, ça coûte énormément d'argent. Vous restez toujours avec votre oreillette, là? Bah ouais, si je les appelle, obligé. Pour que son téléphone sonne, son numéro doit être le plus visible possible. Il investit donc dans la publicité, notamment sur l'un des sites internet les plus consultés de France, les pages jaunes. Tiens, je suis un petit client, regarde, je te montre. Tiens, regarde, je te mets pour 240 000 € de facture. 115.
Là, il y a un contrat pour 120 000 euros. Là, il y en a un contrat pour 115 000 euros. Là... Ouais, c'est une base de... Moi, je suis un petit client encore. Hein. J'ai des amis à moi, ils ont 800 000 euros, 1 million d'euros de page jaune à l'année. Mais ce n'est pas tout. Benjamin Houta communique aussi sur un moteur de recherche devenu incontournable. Sur Google, quand vous tapez serrurier... Regardez, par exemple, vous tapez serrurier. Les sites en haut de la page ne s'y retrouvent pas par hasard. Ouais, ça c'est payant, tout ça c'est payant. À chaque fois qu'un client clique sur l'un de ces sites, cela coûte de l'argent au dépanneur. Regardez, celui-là qui est en premier, si je clique sur lui, ça va lui coûter au moins 80 euros. Celui-là qui est en deuxième, ouais, vous avez très bien compris. Celui-là qui est en deuxième, il doit payer dans les 60 euros. Celui-là qui est en troisième, il doit payer dans les 30 ou 40 euros. Mais en fait, ce que vous me décrivez quand même, c'est étonnant parce que vous avez un métier de dépannage, de serrurerie, et vous me parlez de publicité sur Internet. Mais monsieur, je vous explique une chose. Notre travail à nous, c'est minimum 30%, si c'est pas plus, 30 à 30. Avant, on avait 10% de notre chiffre d'affaires, il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est minimum entre 35 et 40% de notre chiffre d'affaires, la publicité. C'est considérable. C'est catastrophique, c'est même pas considérable, c'est catastrophique. Benjamin Houta débourserait ainsi près de 300 000 euros par an pour être bien référencé par Google. Ces dépenses publicitaires sont-elles sans conséquence pour les clients de ces dépanneurs? Et comment Google fixe-t-il le prix de ces publicités? Un homme a accepté de me l'expliquer. Baptiste Delamarre est un expert de la publicité en ligne. Il travaille pour des entreprises qui veulent être plus visibles sur Internet. Pour apparaître en tête des résultats de recherche, Google leur impose une règle, les enchères. En fait, ils enchérissent les uns avec les autres, les uns contre les autres, pour savoir quel est l'annonceur qui va apparaître en première page et en première position. Donc ça peut aller très très haut, surtout sur des secteurs très concurrentiels comme la serrurerie par exemple. On peut le voir par exemple ici où on paye plus de 188 € le clic pour avoir une visite sur son site internet. Plus il y a de concurrence, plus le coût du clic est élevé. Et plus il y a de clics, plus la note est salée. Un système qui a un effet pervers. Certains dépanneurs font tout pour faire exploser la facture de leurs concurrents. Sur le secteur du dépannage, chaque annonceur clique directement les uns contre les autres ou sur les autres sur chacune de leurs annonces afin d'épuiser les budgets de chaque annonceur, enfin de leurs concurrents en fait. C'est vicieux quand même. Hein. C'est très vicieux en effet. Et cette guerre publicitaire, c'est le client qui va la payer. Par téléphone, un dépanneur m'affirme en effet que cette situation a fini par le rendre malhonnête, quitte à facturer des pannes qui n'existent pas. Malheureusement, avec tous ces prix-là, les gens honnêtes ont été obligés d'augmenter leur prix. Ils arrivent sur une fuite, et s'ils réparent juste le joint, ils vont pas s'en sortir, ils vont pas couvrir leurs frais, ils vont pas payer leurs employés, et ainsi de suite. Ils nous ont poussés à devenir tous malhonnêtes, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Sollicité pour réagir à cette enquête, ni Google ni les pages jaunes n'ont souhaité me recevoir. Visibles sur Internet, ces entreprises de dépannage réservent encore bien des surprises pour ceux qui cherchent leur véritable adresse. Sébastien et Loïc sont enquêteurs spécialisés à la répression des fraudes. Ils contrôlent aujourd'hui une entreprise aux pratiques douteuses. Ça commence par un curieux jeu de pistes devant cette boutique. On voit un bureau vide avec un petit peu de matériel, un téléphone, une grille des tarifs. La porte est close et les lieux semblent abandonnés. Pas grand-chose. Ce qui me fait penser que c'est une fausse boutique, c'est que c'est sale. Ça se voit que c'est jamais ouvert en fait. Une fausse boutique, comme un décor de théâtre. Et on voit très bien qu'il n'y a pas de vie. C'est une mise en scène, c'est une mise en scène sans vie. Il n'y a pas de... Il manque les acteurs en fait. Mais à quoi sert cette étrange mise en scène? L'explication se trouve sur Internet, sur le site des pages jaunes. Si on regarde là, serrurier, autour de moi. Et voilà, le premier qui apparaît, c'est cette société.
Cette boutique permet d'occuper le territoire sur les pages jaunes, à l'instar des autres sociétés douteuses qui font exactement la même chose. Avec cette fausse boutique, l'entreprise se fait passer pour un commerçant du quartier. Mais en réalité, il faut aller à l'autre bout de Paris pour trouver l'un de ses représentants. Loïc et Sébastien décident de rendre une visite impromptue aux dirigeants de la société. Nous sommes agents de la concurrence, consommation et répression des fraudes. On vient pour un petit contrôle, monsieur. L'homme possède en tout 4 magasins dans Paris. Mais toutes les lignes téléphoniques aboutissent au même endroit, dans ce bureau. De plaintes. Et qui répond aux appels, en fait? Ma fille et moi. C'est vous deux. C'est centralisé. Oui, c'est là, si j'appelle au 0, si j'appelle pour, si je suis dans le 17e. Vous appelez là, ça vient là. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, en fait, à quoi ils servent les autres établissements? Ben, s'il n'y a personne pour répondre. Monsieur, nous, on fait de la publicité sur les pages jaunes. D'accord. Qui nous impose d'avoir des locaux. C'est monsieur Zivillach qui va dans les locaux tous les jours pour contrôler. Donc, par exemple, aujourd'hui, il est allé rue de Saussure, dans le 17e. Vous étiez où? Dans le 17e, oui. Ouais. Voilà. À quelle heure, à peu près? Entre midi et 13h, 13h30. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est bizarre, on vous y a pas vu. On vous y a pas vu, c'est incroyable. On était pile à cette heure-là. On y était pile à cette heure-là. Et pourtant, monsieur, il est passé aujourd'hui. Pardon. Pour cette pratique commerciale trompeuse, le gérant risque jusqu'à 300 000 € d'amende et 2 ans de prison. Et ce n'est pas tout. Il fait aussi sa publicité en affirmant être partenaire des Compagnons du Devoir, une organisation d'artisans réputée pour son honnêteté et son savoir-faire. Venons-en aux Compagnons du Devoir. Oui, monsieur. Est-ce que vous prévalez d'être... On est partenaire des Compagnons du Devoir, monsieur. Vous êtes partenaire des Compagnons du Devoir. Est-ce qu'ils le savent? Qui? Les Compagnons du Devoir. Bien sûr. C'est bizarre, ils ont l'impression. J'ai l'impression qu'ils le savent pas. Monsieur, je reçois des revues, je reçois tout. Ah oui, oui, oui. Ah, mais moi, je reçois des revues aussi. Par exemple, on reçoit Monsieur, à la direction, on reçoit Que Choisir et 60 millions de consommateurs. C'est pas pour autant qu'on est partenaire de Que Choisir ou de 60 millions. On est partenaire, on n'est pas affilié, monsieur. Ouais, mais de toute façon, ils font pas d'affiliation. Ils font pas de partenariat non plus. Monsieur, moi, je connais des... D'accord. Alors, est-ce que vous avez un document officiel? Non, monsieur. Se faire passer abusivement pour un artisan de quartier ou même un compagnon, c'est devenu monnaie courante dans le dépannage à domicile. Et certains vont plus loin encore. En détournant les logos du SAMU ou des pompiers, ils tentent de se faire passer pour des représentants d'un service public. Au siège de la répression des fraudes, les plaintes de consommateurs s'accumulent. L'année dernière, les contrôles ont révélé qu'une société de dépannage sur 2 était hors la loi. Un chiffre en constante augmentation. Là, c'est une plainte qui est arrivée par le tribunal de Paris. Sébastien doit avoir 30 dossiers, non, à peu près, de dépanneurs. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc, chacun à peu près 30 dossiers. Dans la ligne de mire de Valérie Delaporte, il y a notamment ces fameux cartons glissés dans les boîtes aux lettres. Car bien souvent, ils sont faits pour tromper le consommateur. Le bleu, blanc, rouge fait que le consommateur pense que c'est sa mairie ou un organisme administratif qui a diffusé ces cartons. Donc là, il y a quoi, là, par exemple Alors, le bleu, blanc, rouge, les pompiers, la police. Vous pouvez avoir aussi des logos des mairies. Et de l'autre côté, vous... Voilà. Les numéros de téléphone utiles. Pompiers, SAMU, préfecture, en associant leurs numéros à ces services publics, les dépanneurs cherchent à inspirer confiance. Mais c'est illégal. On a ces nouveaux petits topos aussi, avec des petits chats, des petits chiens. C'est nouveau, ça. Et du coup, là, ça fait un peu plus, je dirais, ça fait un peu calendrier de la Poste. Et donc, on a tendance à le mettre sur sa porte de frigo, un peu en décoration. Mais bon, il faut faire attention peut-être de ne pas utiliser ces numéros de téléphone. Récemment, Valérie Delaporte a vu se développer une technique encore plus agressive. Des vendeurs qui se présentent à notre domicile en se faisant passer pour des agents d'EDF. Grâce à cette nouvelle méthode, les sommes qu'ils parviennent à escroquer se comptent cette fois en dizaines de milliers d'euros. C'est à Vercht, dans le Périgord,
qu'Émilie et Patrice ont construit leur maison. Ils ont cru faire une bonne affaire en y installant des panneaux solaires. Essaye de zoomer dessus et de prendre en photo. Mais aujourd'hui, ils prennent des photos qu'ils comptent envoyer à leur avocat, car ils estiment s'être fait voler 36 000 €. Il y a un an, l'homme qui se présente chez eux leur semble pourtant extrêmement rassurant. On voit quelqu'un qui se présente comme étant d'EDF. Bien présenté, habillé avec des habits d'EDF, une carte d'EDF. Effectivement, la brochure qu'il leur présente comporte à chaque page le logo d'EDF. Il y a des bleus ciel, il y a EDF de partout, sur pratiquement toutes les pages. Leur visiteur se présente comme un conseiller venu les aider à rendre leur maison plus écologique. Là aussi, il avait une tablette où il nous a fait une vidéo qui expliquait tout ça. Comme quoi EDF voulait louer notre toit et qui nous fournissait gratuitement la pose, l'installation et le raccordement des panneaux. EDF nous fournissait ça, quoi. Voilà. Mais rien que d'en reparler, c'est pour ça que j'ai honte. Parce que rien que d'en reparler, je me dis, mais comment on a pu y croire, quoi. Enfin, c'est après, vous voyez. Le pseudo-conseiller n'hésite pas non plus à jouer sur la corde sensible. Qui montrait même notre photo de mariage en disant qu'on avait l'air de stars, que c'était beau à voir un jeune couple comme ça. Qu'on avait des beaux enfants, qu'ils étaient beaux, qu'on avait de la chance, qu'on avait une belle maison, qu'on avait beaucoup travaillé pour avoir ça à notre âge, que c'était bien. Enfin voilà quoi. Il a su appuyer là où c'était important pour nous. En confiance, le couple signe un document a priori sans engagement. Ça, on signe de notre plein gré en ayant lu carrément tout ce papier-là. Voilà. Ce qui nous a induit en erreur, en fait, c'est vraiment qu'en gros, c'était marqué « demande de candidature ». Et pour nous, ce n'était pas du tout un bon de commande, puisqu'il n'y avait rien renseigné ici. Patrice et Émilie doivent faire dîner les enfants. Alors, selon eux, le commercial en profite pour accélérer la signature des papiers. En fait, il les avait mis comme ça, les papiers, les uns sur les autres, avec juste les signatures apparentes. Comme ça, les uns sur les autres. Et puis, nous, on a vite signé, on s'est dépêché. Et après, hop, dès qu'on avait signé, il le prenait, il le mettait dans sa mallette. À ce moment-là, ils disent ignorer qu'ils ont passé commande pour ces panneaux solaires. C'est seulement après la pose du matériel, quelques semaines plus tard, que le jeune couple comprend la réalité de son engagement. Je reçois ça de la banque Solfea, un échéancier de crédit avec 169 échéances à 240 €. 14 ans. Sur 14 ans, et pour un total de 36 400 €. Et là, il y a le ciel qui s'effondre sur notre tête, le sol qui s'ouvre sous les pieds, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Je dis, mais j'ai jamais signé de crédit, c'est quoi cette histoire? Un crédit de 36 400 € pour des panneaux qui ne fonctionnent même pas. Depuis, Émilie et Patrice ont porté plainte contre la société. Ces techniques de vente, plutôt discutables, sont-elles utilisées dans d'autres entreprises du secteur des panneaux solaires? J'ai voulu le vérifier en postulant pour un poste de commercial chez l'une d'entre elles. L'entretien a lieu dans des bureaux discrets d'une zone industrielle des Pays de la Loire. Bonjour, monsieur Bonin, enchanté. Première consigne du responsable, je dois me présenter comme un conseiller et en aucun cas comme un commercial. Pas en costard, pas avec une grosse voiture. Voilà, bien sûr, on est indépendant, on est des commerciaux, mais les gens, ça leur apparaît plus comme presque technicien, conseiller. En tout cas, voilà, nous on se dit conseiller ou pas des gens. Par exemple, les rendez-vous sont surtout le soir parce que c'est. Il insiste aussi pour que je conclue mes ventes au premier rendez-vous, pour ne pas laisser aux clients la possibilité de changer d'avis. S'ils ont fait le dossier, ils vont peut-être pas prendre la peine d'aller vérifier que tout est carré, etc. et d'aller annuler s'ils veulent annuler. Voilà, une fois que c'est fait, on va dire, pour caricaturer, que les gens ils ont plutôt la flemme de revenir en arrière. Donc c'est pour ça que vous venez vendre au premier rendez-vous. Pour seule rémunération, il m'offre une alléchante commission sur les commandes. Mais quand ça va au bout, effectivement, c'est tout de suite 1700 € de commission. Et pour m'inciter à me rendre chez le client par surprise, il me propose même une prime supplémentaire.
ou si vous vendez des gens que vous êtes allé voir en porte-à-porte par exemple, eh bien c'est 1 000 € de plus de commission. D'accord. Des techniques de vente ultra agressives, parfois frauduleuses. Et en cas de problème, difficile de retrouver la trace de ces entreprises. C'est ce que je vais découvrir en recherchant celle qui aurait dupé Émilie et Patrice. Sur son site internet, elle se revendique leader de l'énergie solaire. Son siège est en région parisienne, dans cette petite rue d'Aubervilliers. Je consulte l'interphone. Il n'existe pas. Bonjour. Solinaire, vous connaissez ou pas? Ils ont déménagé. Ils sont où maintenant? Ah, là, je ne peux pas vous dire. Mais ils ont été là à un moment? Oui, ils étaient là, ils étaient au premier étage. D'accord. Ils ont déménagé. Mais leur boîte aux lettres, elle est encore là? Ouais, mais ils ne reçoivent plus de courrier ici. Tout. D'accord. Et ça fait combien de temps? Après 2 mois. D'accord. Très bien. Je retrouve la trace de l'entreprise à Paris, dans le 19e arrondissement. C'est dans ce petit immeuble qu'est censé se trouver son siège social. Plutôt étrange pour une grosse entreprise nationale. Alors, Solidaire, ils sont là. La boîte aux lettres est entrouverte. Apparemment, le courrier n'a pas été récupéré depuis un petit moment. Alors, où est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'étage, il n'y a rien? Malgré mes multiples demandes d'interview, je ne parviendrai jamais à rencontrer le patron. Dans le solaire ou le dépannage à domicile, changer fréquemment d'adresse est apparemment une tactique très courante. Maître Schaeffer défend 400 clients, dont Émilie et Patrice. Il a remonté la piste de cette entreprise. Donc ils ont commencé à Créteil, ils sont partis à Auxerre, ensuite Bobigny et ensuite Paris. Voilà. Donc, et ça sert à quoi de changer comme ça l'adresse? Je vous dis, pour moi, c'est créer du mouvement et disparaître. Regardez, ils vont dans une région, ils vont à Auxerre, ils font des centaines de victimes. Ils partent à Bobigny. Les gens ne vont pas les retrouver. C'est une technique pour continuer en étant tranquille. Hein. Vous savez, les pistes, quoi. Voilà, c'est ça, c'est brouiller les pistes, bien sûr. Et quand le nombre de plaintes devient vraiment trop important, ces sociétés malveillantes ont une technique radicale. Mettre la clé sous la porte. Faites faire ce que vous voulez. On a beaucoup de sociétés qui tombent en liquidation judiciaire. Donc là, vous voyez Optiméo qui a fait beaucoup de victimes. La société Next Generation qui a fait beaucoup de dégâts. Pareil, le 25 juin 2013. Donc à chaque fois, l'objectif, c'est de vendre au maximum et... On vend très vite sur une très courte période, beaucoup sur une très courte période, et on disparaît. Ils ont touché des millions d'euros. Donc le gérant s'en va avec l'argent et il disparaît, c'est tout. Et c'est aussi simple que ça. Et les gens, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, quoi. Certaines entreprises semblent donc avoir trouvé le moyen de disparaître avant que les clients n'aient le temps de récupérer leur argent. D'autres savent aussi comment envoyer la justice sur de fausses pistes. Pour compliquer les recherches, une astuce consiste à placer à la tête de la société un faux patron. Bonjour. Un gérant de paille. Il y a quelques années, Patrick est devenu à son insu le gérant d'une société de dépannage. Du jour au lendemain, il est accusé par des clients qu'il ne connaît même pas de pratiques commerciales trompeuses. Il y a des vieilles dames qui ont été escroquées de 10 000 €, 15 000 € et tout ça. Et voilà, et ces gens-là, pour eux, c'est moi qui les ai escroqués, parce que c'est mon nom qui est sur le papier, quoi. Convoqué au commissariat, puis à la répression des fraudes, je ne sais pas quand la société a été créée, j'ai remplacé en tant que Patrick affirme n'être au courant de rien. J'ai signé 2 documents et je ne sais pas quoi faire pour ne plus apparaître comme gérant. Selon lui, le vrai patron aurait abusé de sa confiance et de sa naïveté. Patrick croyait avoir été embauché pour un petit boulot. Je pense que moi, j'ai été l'idiot utile du truc. Il me demandait de venir travailler dans la société, mais que j'aurais pas vraiment grand-chose à faire. Il me dit que je suis là, ils vont me prendre un petit scooter et tout ça, comme ça je pourrais aller déposer les chèques à la banque, parce que c'est pour ça qu'ils voulaient m'engager, quoi. Juste pour déposer les chèques à la banque? Voilà, j'ai m'engagé, ouais, juste pour déposer les chèques à la banque. Mais parce qu'il me disait que parce qu'il me disait que le patron il était interdit bancaire et tout ça. Il vous proposait combien? Et il m'a proposé, il me dit il me paye 600 € par mois. Après il a dit qu'il me verrait pour me payer 1 000 € par mois. Selon Patrick,
le vrai patron aurait bénéficié de la complicité d'un cabinet d'experts comptables. On arrive où là? Ouais, voilà, donc là, on arrive juste en face des locaux là où j'ai signé justement le contrat. Je décide de me rendre dans ce cabinet et je me fais passer pour un entrepreneur qui souhaite créer une société de dépannage sans apparaître dans les statuts. Il vous faut quoi comme élément? La carte d'identité de la personne qui sera le gérant. Parce que c'est pas forcément moi le gérant. Moi, je voudrais pas apparaître, moi. Non, vous n'êtes pas obligé que ce soit vous. Si vous avez quelqu'un d'autre, vous pouvez mettre quelqu'un d'autre. D'accord. Ah ouais, vous n'êtes pas obligé d'afficher. Surtout que si vous avez des problèmes bancaires, non, faut pas être gérant. Non, par contre, moi, je voudrais pas apparaître parce que s'il y a trop de plaintes de clients, moi, je veux pas apparaître dans les statuts, quoi. D'accord. C'est possible, ça, ou pas? Ah, mais vous faites ce que vous voulez. D'accord. Ok, merci à vous. Mais de rien. Bonne journée, au revoir. Patrick a finalement été mis hors de cause par la justice. Identifié, le véritable patron a quant à lui été condamné à 2 ans de prison. Mais il aurait depuis ouvert une nouvelle entreprise en nommant un autre homme de paille. Grâce à ce système, des personnes plusieurs fois condamnées réussiraient, malgré la justice, à poursuivre en toute impunité leurs activités illégales.